Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Sandaré, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football donne son coup d'envoi ce samedi en Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali qui doivent participer à la compétition ont reçu hier le drapeau national des mains du président de la transition, colonel Assimi Goïta, un drapeau qu'ils se doivent de défendre chèrement en terre ivoirienne. Nous allons nous enquérir de l'état d'avancement de deux importants chantiers, l'hôpital militaire de Banankoroni et la tour de l'ORTM. Pas d'inquiétude par rapport à la progression des travaux sur les deux sites. Dans le dossier du jour, focus sur une brave demoiselle, Fadimata Mahaman Yatara. Elle travaille dans le domaine de la menuiserie métallique. Najim Baba Sissé l'a rencontrée à Tombouctou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Les membres du gouvernement, avec à la tête le colonel Sadio Kamara, ont visité hier l'hôpital militaire à Banankoroni-Semou. Au dire de l'entreprise chargée du chantier, les travaux sont exécutés à 80% pour un coût de 28 milliards de francs CFA. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, il n'y a pas de difficultés majeures inquiétant la progression des travaux. On fait le point avec Youssouf Diakité. Exécutés à 80%, les membres du gouvernement étaient sur les chantiers de l'hôpital militaire à Banankoro-Senou. C'est avec satisfaction que les membres du gouvernement ont constaté l'état d'avancement des travaux. L'entreprise d'exécution Sopromac rassure Adama Bagayoko, PDG de Sopromac. Des visites de ce genre, nous sommes toujours contents et fiers et c'est une nécessité. Ça nous permet de voir les lacunes qu'il y a au niveau des travaux. Il y a plein de travaux supplémentaires qui ne sont pas dans le devis, que nous étions obligés de faire. Et tous ces travaux-là demandent un temps. Si tu fais place ici, il faut attendre un mois pour les décoffrer. Donc il y a des retards techniques qui se créent, qui sont indépendants de nous. Quand nous faisons les calculs, nous sommes à 80-82. Parce que tout ce qu'il y a comme achat extérieur sont déjà à 75%. L'hôpital militaire, bâti sur une superficie de 15 hectares, offrira une capacité initiale de 279 lits avec les autres commodités, respectant les standards internationaux en matière de santé. C'est un bâtiment R+2. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous avons vu un chantier encourageant. Il y a des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le chantier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise,
nous pouvons dire que tout est pris en compte. Nous sommes rassurés. Pour mémoire, les autorités de la transition ont posé la première pierre de l'hôpital militaire le 20 janvier 2021. Le bâtiment sera doté de déforage d'une station d'épuration de traitement des eaux usées. Il est extensible à 5 étages selon l'architecte. Le niveau d'exécution des travaux du chantier de la tour de l'ORTM est satisfaisant, mais l'effort doit continuer. C'est le constat fait par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et le secrétaire général de l'UNTM. Les deux personnalités étaient hier sur le site pour faire le point des travaux et galvaniser les employés et partenaires du chantier. Eh bien, Ba Traoré a suivi la visite. Le chantier de la tour de l'ORTM fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des responsables du département en charge de la communication. Le ministre Alhamdou Ag Ilien et le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental sont à leur deuxième visite sur le site. Ils veulent avoir une idée nette de l'état d'avancement des travaux en ce début d'année 2024. Des travaux à l'étape d'évolution depuis quelques temps où le carrelage du bâtiment principal et l'aménagement de la cour sont actuellement au milieu des activités. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il y a eu des grands efforts. Je tiens donc à remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je sais qu'il a beaucoup fait pour que ce chantier avance. Je tiens à remercier aussi tous les membres du gouvernement, particulièrement le ministre des Finances, en lui demandant d'accélérer un peu les décomptes. Je constate depuis 6 mois qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts. Donc c'est une bonne impression que j'ai, en espérant que les défis que nous avons, parce qu'il y en a aussi, qui sont ceux des décomptes, puissent être vraiment réglés, parce que nous en sommes pratiquement au tiers du financement acquis, et le reste qui est acquis sur papier, mais qui n'est pas encore là, est dû à la tension de trésorerie que vous connaissez. Mais je m'engage avec mes collègues du gouvernement à essayer d'avancer sur ce terrain aussi. En sa qualité de premier responsable des travailleurs du Mali, Yacouba Katile dit s'être beaucoup investi auprès des autorités de la transition pour une accélération des travaux de construction de la tour de l'ORTM. Nous pensons que l'essentiel, on peut dire, a été fait. Mais il en reste encore. Et le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de décompte. À la date d'aujourd'hui, nous avons vu l'essentiel des matériels sont pratiquement sur place. Mais il faut profiter de cette occasion pour pouvoir encore faire des décaissements afin que les restes du travail puissent vraiment suivre, parce que les souhaits, c'est que d'ici la fin de l'année, sinon d'ici la moitié de l'année, nous voulons que tout soit terminé, que ça rentre en toi désormais dans l'histoire. Les deux visiteurs du jour ont salué les efforts déjà consentis par les autorités et les partenaires avant d'exprimer le souhait que l'année 2024 soit une année décisive pour ce chantier qui est attendu. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était hier à Lassa, en commune 4 du district de Bamako. L'objectif était de visiter les installations de l'atelier de taillerie des femmes minières du Mali, Afemine. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de collaboration entre le département et les associations et groupements des femmes. Sokona Kamisoko. La création de cet atelier de taillerie des femmes minières de Lassa, selon le premier responsable du département de la femme, est une réponse à la problématique de l'autonomisation de la femme malienne. Cela à travers l'accroissement de la production et de la productivité industrielle. À travers cette visite, le ministre Coulibaly Mariam Maïga a voulu s'imprégner du fonctionnement de l'atelier en passant par la salle d'exposition des bijoux. Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Nous avons ici toute une chaîne de valeur. Des femmes qui travaillent déjà dans les collines, dans différents endroits du Mali, de Kaï jusqu'à Kidal. Les femmes sont depuis très longtemps dans les activités d'extraction, mais avoir l'idée de se constituer en groupement afin de mettre en place une unité qui, nous espérons dans les temps à venir, va devenir une usine, est une première. Nous sommes très fiers du travail qu'elles sont en train de faire. Nous les encourageons et aussi nous reconnaissons qu'aujourd'hui, elles aident le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans son travail d'autonomisation de la femme. Malgré la performance réalisée en matière de confection de bijoux à base de pierres taillées, le centre se trouve confronté à des difficultés majeures. Zénab Kamara
directrice de l'atelier de taillerie de l'Association des femmes minières du Mali. Nous avons à peu près 15 personnes officielles qui sont là tous les jours. Ça, c'est dans l'unité de taillage, les permanents. On est confronté à pas mal de difficultés, notamment nos femmes extraient les pierres à la main. Donc nous n'avons pas de machine d'extraction. Pour l'acheminement des pierres, nous n'avons pas de véhicule pour pouvoir acheminer nos pierres. Au niveau de l'ASA, ici, nous avons besoin d'une formation dans le domaine commercial, un minimum, pour nos femmes. C'est grâce à ONU Femmes quand même que nous avons eu la taillerie, les machines. La Banque mondiale nous a aidés pour la première taillerie au niveau de Diagon. Créée en 2002, l'Association des femmes minières du Mali compte aujourd'hui plus de 5000 adhérentes à travers le pays. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. On en vient au grand format du jour. Fadimata Mahamani Yattara est l'une des rares filles à travailler dans le domaine de la menuiserie métallique dans la ville de Tombouctou. En étudiant ses corps de métier à l'Institut de formation professionnelle de Diré, cette demoiselle âgée de 21 ans a voulu vaincre les stéréotypes qui pèsent sur la femme. Aujourd'hui, elle est installée à son propre compte et gagne sa vie à travers ce travail. Reportage sur place, Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. De nos jours, l'excellement des filles dans certains corps de métier est plus qu'une réalité dans la région de Tombouctou. Fadimata Mahamani Yattara, du haut de ses 21 ans, en est une illustration parfaite. Sortante de l'Institut de formation professionnelle de Diré en menuiserie métallique, Fadimata a vite pris conscience qu'elle doit aller de l'avant en attendant l'annonce du concours de la fonction publique. Avec ses moyens de bord, elle s'installe à son propre compte et dirige son atelier de menuiserie. Fadimata Mahamani Yattara, menuisière métallique. Depuis l'enfance, j'ai appris à côté du papa qui est aussi un soudeur et j'ai étudié aussi la menuiserie métallique à l'école professionnelle de Diré. Ce qui m'a motivée à faire ce travail aussi, c'est pour montrer aux autres femmes qu'elles peuvent entreprendre comme les hommes. Notre héroïne ne s'est pas jetée dans ce métier par hasard. En plus d'hériter la passion de son père pour ce métier, elle a aussi été bonne élève dans la pratique au centre de son encadreur Al-Hadi Traoré. Franchement, Fadimata, c'est une bonne travailleuse. Actuellement, elle est unique à son genre dans le domaine. Depuis qu'elle est arrivée chez moi, elle s'est distinguée par son engagement pour le travail bien fait. Aussi, de l'ouverture de son atelier à maintenant, elle n'a eu aucune difficulté à accomplir ses tâches. Depuis son installation il y a 3 ans, elle vit de ce travail et s'y prend entièrement en charge avec ses apprentis. Fadimata Mahamani Yattara, menuisière métallique. Je gagne quelque chose dedans parce que ça m'a permis de me prendre en charge et de créer de l'emploi aux jeunes aussi. Difficile pour ces clients qu'on a rencontrés de cacher leur satisfaction. Abdurrahman Diko, client de Fadimata. Fadimata, avant tout d'abord, je l'avais croisée ici et vu que c'est la première fois aussi de voir une femme faire ce genre de travail, j'ai dit pourquoi ne pas la voir. Elle a fait des portes. Quand même, j'étais satisfait de son travail. Les motivations de notre sujet sont presque des défis aux autres filles et femmes, dont la volonté de créativité échappe encore. Fadimata Mahamani Yattara. Le message que j'ai à donner aux femmes d'abord, qu'elles sachent qu'il n'y a pas de sous-métier. Elles peuvent entreprendre comme les hommes. Elles peuvent faire le même travail que les hommes. Il faut du courage quand même et beaucoup d'efforts pour faire ce métier. L'exemple de cette jeune dame n'est-il pas une invite aux autres filles qui ont perdu l'espoir à se ressaisir et faire travailler leur ménage et mettre fin aux illusions? Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Allez, ça va partir, bien évidemment, pour un mois de fêtes sportives, la crème du football africain. Nous y sommes à partir de demain samedi avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. D'abord, remise hier du drapeau national par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État aux Aigles avant leur départ à la Coupe d'Afrique des Nations. L'emblème national, à savoir le drapeau national, a été fièrement remis par le chef de l'État au capitaine des Aigles, Amari Traoré, occasion pour le président de la transition, premier supporter des Aigles, de rassurer les joueurs et leur encadrement technique, de leur faire savoir
que la remise du drapeau national les engage comme combattants du ballon rond. Arju Matina a suivi la cérémonie à Koulouba. Koulouba ouvre ses portes à l'équipe nationale de football qui s'apprête à prendre part à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour accompagner les Aigles, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État premier supporter, remet le drapeau national à la sélection, un moment spécial et solennel. Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de mesurer la portée de l'événement. Il salue le chef de l'État pour son leadership qui a permis à l'équipe d'être dans les meilleures conditions pour aborder la CAN. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Ce jour spécial, c'est que nous sommes aujourd'hui face au premier supporter qui est vous, pour d'abord vous remercier. Remercier parce que nous avons vu tous les efforts que vous avez instruit de faire pour mettre aujourd'hui les joueurs dans les meilleures conditions. Déjà dans le cadre des infrastructures qui ont été rénovées et à un niveau où on les appelle, au niveau de l'hôtel des Aigles, l'hôtel des 5 étoiles. Je tiens officiellement, Président, à vous informer que toutes les primes ont été payées par virement bancaire. Le Président est allé beaucoup plus loin. Il a demandé à ce qu'on s'assure à ce que, à chaque fois que vous faites un échelon, que vos primes soient mises à disposition. Et grâce à ces instructions, le ministre de l'Économie et des Finances, qui est également ici dans la salle, a pris toutes les dispositions. Merci. Merci. S'adressant aux Aigles, le ministre Fomba les invite à faire honneur au pays. Chers jeunes frères, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes en face du président, de son Excellence le président de la transition, mais vous allez plus que jouer un match aujourd'hui, plus que jouer des matchs. Vous allez représenter tout un pays, parce que porter le drapeau, c'est porter toute une nation derrière. Vous ne jouez pas que pour vous, vous jouez pour tout un pays, toute une nation. Aujourd'hui, tout le monde est derrière vous et nous croyons en vous. Amari Traoré, capitaine des Aigles. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercions jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. Premier supporter de l'équipe nationale à la CAN, le président de la transition, chef de l'État, n'a pas manqué de rappeler aux joueurs la mission qui leur attend en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais en tant que combattant du ballon rond à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci. Lors de la cérémonie, le maillot officiel des Aigles à la CAN a été remis au président de la transition par le ministre en charge des sports. Tour à tour, les 27 Aigles, leur staff et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football ont salué le chef de l'État avant d'immortaliser la cérémonie par une photo de famille pleine de signification, symbole d'un pays résolument engagé désormais vers l'atteinte de ses différentes missions. Voilà, on va rester dans le sillage des Aigles du Mali, bien évidemment. Eh bien, notre série de présentations des groupes se poursuit. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de présenter le Mali. Les Aigles du Mali sont en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Et Fotiki Tunkara nous parle du Mali.
Sauf cataclysme, le Mali sortira de sa poule pour se faire une place en huitième de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au pire des cas, les Aigles du Mali pourraient figurer parmi les meilleurs troisièmes des poules, évoluant dans un groupe composé d'anciens mondialistes et vainqueurs de la compétition, en l'occurrence la Tunisie et l'Afrique du Sud. Accompagné par la Namibie, le Mali sera incontestablement le poil à gratter de la poule E. En terre ivoirienne cette année, notre pays fera sa 13e participation à la CAN. En 12 éditions déjà disputées, la meilleure performance des Aigles reste et demeure la finale perdue en 1972 à Yaoundé, au Cameroun. Un coup d'essai à l'époque qui s'est transformé en coup de maître, puisque pour une première participation, le Mali s'est hissé en finale. Et depuis, les Aigles n'ont plus atteint ce niveau de la compétition, malgré quelques tentatives infructueuses en 1994, 2002 et 2004. Des assauts qui se foirent lamentablement en demi-finale. Après des échecs cuisants en 2008 et 2010, où les Aigles se sont noyés en poule, comme en 2015 et 2017, ils sont à nouveau victimes de ce qu'on peut qualifier des syndromes du Caridas en 2012 et 2013, où ils réussiront cependant l'exploit de monter 2 fois d'affilée sur le podium en occupant la 3e place du tournoi. Les Aigles tombent de ces piédestals en 2009 comme en 2021, où ils s'arrêtent en 8e de finale, au bout des matchs pourtant à leur portée. Cette édition 2023 de la CAN arrive alors comme une occasion de rachat pour la bande au capitaine Amari Traoré, qui gagne en maturité malgré quelques remaniements dans l'effectif comparativement à celui de la précédente édition. Sur les 27 Aigles retenus pour cette expédition 2024, plus d'une dizaine de joueurs sont des novices à la CAN. En tout, 12 précisément vont vivre cette année leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, majoritairement composée de jeunes talents sortis des centres et académies de football du pays, auxquels s'ajoutent quelques binationaux formés en Europe. Cette QV 2024 des Aigles sera une fois de plus très attendue en Côte d'Ivoire, aussi bien par les adversaires que par les observateurs. Sera-t-elle capable de démentir les détracteurs qui la qualifient d'équipe aux caractéristiques inconstantes et au parcours anachronique? Constat dû au fait que les Aigles, de cycle en cycle, se sont montrés très imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. À tort ou à raison, ils sont réputés d'être le plus souvent présents là où on ne les attend pas forcément et paradoxalement absents là où on les attend ardemment. Un décalage à régler comme bien d'autres lacunes à corriger si Eric Chegoussel veut bien voir les Aigles planer sur le football africain. En poste depuis un bon moment, le coach Eric Chegoussel, qui fera lui aussi sa première CAN en tant que sélectionneur, pense que son équipe peut bien briller en Côte d'Ivoire. Son bilan à la tête des Aigles pousse à l'optimisme. En 13 matchs, toutes confrontations confondues, il compte avec les Aigles 10 victoires, 2 nuls et une défaite pour 31 buts marqués contre seulement 7 encaissés. Ces statistiques impressionnantes qui peuvent bien servir d'indicateurs de résultats ne sont pas forcément gages de succès. C'est pourquoi les maillots des Aigles portés jusque-là par des générations de joueurs aussi doués les uns que les autres ne portent pas encore la moindre étoile. Cette année sera-t-elle la bonne pour couronner les Aigles? Le rêve n'est pas interdit. Voilà, le rêve n'est pas interdit, bien évidemment. Allez les Aigles, la leçon du jour en tout cas. Si vous voulez faire quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Propos du président de la transition, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. On va dire que nos envoyés spéciaux, bien évidemment, du côté de la Côte d'Ivoire, Adjumatina Fotiki Tunkara, voilà, qui seront donc du côté de la Côte d'Ivoire pour nous faire vivre cet événement grandiose, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal, mise en onde Mamadou Bediallo. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi et surtout un très bon mois de Coupe d'Afrique des Nations. Portez-vous bien. Au revoir.